C'est l'histoire de héros du quotidien. Chaque jour, ils partent travailler avec une même crainte, celle de ne pas rentrer chez eux. Ces hommes exercent un métier hors du commun. Ce ne sont pas des têtes brûlées, même si au quotidien, ils font face au risque d'accident et à la violence. Nous avons choisi de vivre plusieurs jours aux côtés de 3 d'entre eux. Pascal, le routier, un habitué des conditions extrêmes. Sur les routes qu'il emprunte dans le Grand Nord, voilà à quoi ressemble l'accident qu'il veut à tout prix éviter. Alors il est sur ses gardes. Hop, 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 hop. C'est des situations que j'aime pas beaucoup parce que le camion il est vite parti. Xavier, le cordiste, un as des interventions périlleuses. En tant que cordiste, là, il y a plus de 300 mètres sous mes fesses quand même. Hein. Ou encore Ibnou, le videur de boîte, un colosse qui doit chaque nuit composer avec des fêtards peu commodes. Alors, Espèce de rigolo. oh Comment travailler en maîtrisant sa peur? Comment éviter les pièges d'une profession qui ne laisse pas de place à l'improvisation? Rencontre avec ces Français qui se mettent en danger pour gagner leur vie. Il est 7 h du matin. Les touristes ne sont pas encore là. Mais dans les sous-sols, on s'active déjà. Xavier, 33 ans, a été appelé pour une opération compliquée. On est où, Xavier, là? Là, on est dans le bunker sous le champ de Mars. Ce sont les lieux secrets de la Tour Eiffel? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, on va se changer pour aller bosser. Ce jour-là, dans sa mission, il sera accompagné d'un débutant, Quentin, 22 ans. C'est bon? Ouais. Tous les deux font un métier qui porte un drôle de nom, cordiste. Un métier à risque, très proche de l'escalade. Il n'y a pas beaucoup de jeunes cordistes, finalement, qui vont sur la Tour Eiffel, comme vous? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense qu'on va être pas beaucoup à de mon âge à venir là-dessus. Quentin, il a la chance effectivement de pouvoir y venir assez tôt et qu'on puisse le former sur le monument aussi assez tôt, quoi. Ce qui est rare. Moi, j'ai attendu un petit moment avant de venir travailler ici, donc effectivement, c'est une chance, quoi. Ces cordistes vont travailler ce jour-là à 300 mètres d'altitude. Ah bah c'est impressionnant toujours. Hein. Dès qu'avoir la hauteur, c'est pas mal. Départ du pilier sud. Par le monte-charge privé, les cordistes doivent remplacer des ampoules grillées. Ils en changent ou en réparent en moyenne 200 par an sur les 20 000 qui assurent la nuit le scintillement de la tour. Quelques minutes de concentration avant de basculer dans le vide. Une première ampoule est localisée. Une trentaine de mètres en contrebas. Il faut savoir s'il y en a d'autres. Trop risqué pour emmener Quentin. Cette partie de la tour est la plus raide et il n'y a aucun filet en cas de chute. Ouais, on va aller jeter un œil, ouais. Hein, on y va tous les deux, DJ? On y va? Allez. Lors de cette première intervention, Xavier et Quentin se séparent. Le jeune homme restera en retrait pour observer. Xavier progresse très lentement jusqu'aux lampes. En toute sécurité grâce à ses manucroches, des mousquetons géants reliés à son harnais par une sangle d'1 mètre. Dans ce cas précis, Xavier n'utilise pas de longue corde, car en cas de chute, il pourrait tomber bien plus bas et se tuer
en heurtant les structures métalliques. Quentin doit apprendre cette phase d'approche par cœur, car c'est la plus critique. Je regarde bien la méthodologie, comment ils font, histoire de bien se l'ancrer dans la tête. C'est vraiment fait étape par étape et du coup, voilà, pas en manquer une d'étape. Dans cet environnement atypique, un cordiste n'est jamais à l'abri d'un faux pas. Sous ses pieds, les barres d'acier ne font que 7 cm de large. Ouais, c'est celle-là, ouais. Sous Xavier, le vide et des touristes. Le voici au niveau de la lampe défectueuse. Avant de la remplacer, il faut sécuriser la zone. Chaque objet est attaché, de la moindre petite pince jusqu'à la dévisseuse qui va servir à la retirer. Celle-ci pèse 1 kg. Si elle est lâchée, elle devient un objet mortel. On n'a pas le droit à l'erreur, on ne doit rien faire tomber. Donc que ça soit une vis ou n'importe quoi d'autre, il n'y a rien qui doit pouvoir tomber. Donc on sécurise tout. Ouais, mission accomplie, ouais, ça fonctionne. 15 minutes plus tard, une ampoule toute neuve est testée. Pour des raisons de sécurité, les cordistes travaillent toujours en binôme. Retour en lieu sûr. Quentin, si tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît. Avant de repartir vers d'autres ampoules à changer entre le 2e et le 3e étage, passage obligé par les zones ouvertes au public. Très souvent, les touristes sollicitent les cordistes pour une photo souvenir. More money for picture. $5. Les cordistes qui sont prendre en photo pour les touristes. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de photos de nous partout dans le monde. Parce que dès qu'on passe effectivement et qu'il y a le public, on se fait prendre en photo. Direction le cœur de la tour. Ici, les structures métalliques sont plus denses, ce qui permet d'accéder plus facilement aux parois. Plus besoin de faire le funambule. Quentin va pouvoir participer à l'intervention. Bon Quentin, ouais, pour t'expliquer un petit peu comment ça marche ici, ce qui est important, c'est de bien savoir en fait qu'il y a des appareils en mouvement, il y en a 4 en mouvement là. Il y a, les 4 ascenseurs qui montent au sommet et qui descendent. Voilà. Donc en fait, on se rend pas compte parce qu'on les entend pas forcément arriver, on entend juste les clics-clics. Donc ce qui est important, c'est en fait, c'est de considérer que sur le périmètre de l'ascenseur, on n'a pas le droit d'y aller à 1,50 m. Voilà. Voilà. De toute façon, là, on est déjà tous. Partout. On est protégés. Là, on est protégé, mais partout où on va, c'est important de faire super attention. Là, ça veut dire que s'il faut intervenir là, de toute façon, on est obligé de sortir là-haut, à l'extérieur et de passer par l'extérieur. Exactement. Voilà. Cette zone est encerclée par des ascenseurs qui relient le sommet à 120 mètres minute. Un moment d'égarement et il pourrait se faire arracher une main, ou pire. Alors Xavier ne prend aucun risque. Aujourd'hui, moi j'ai envie de faire passer comme message surtout qu'on n'est pas pressé, qu'on a le temps d'effectuer le travail, qu'il faut avoir le matériel adapté pour travailler et surtout qu'il va avoir pris conscience de tout son environnement avant de travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller tête baissée et se dire « allez, ça y est, on va travailler ». Ne pas y aller tête baissée, car Xavier a vécu un épisode traumatisant, il y a près de 10 ans. Tout a été filmé. C'était en hiver, près de Marseille, dans une centrale EDF. Ce jour-là, le Mistral souffle à 90 km/h. Xavier et un collègue doivent impérativement grimper le long de cette cheminée. Elle fait 140 mètres de hauteur. Mais le vent s'intensifie. Les deux hommes sont bloqués tout en haut. Ils ne peuvent plus descendre. Leurs cordes sont trop courtes. Avec le vent, elles s'en mêlent. Ils devront attendre 6 heures, jusqu'à ce que la tempête se calme, pour être enfin libérés par une dizaine de secouristes. Xavier débutait dans le métier. Il n'a jamais oublié cet épisode.
Dans moins d'une heure, pour Quentin, ce sera le baptême du feu. Il va enfin accompagner Xavier au-dessus du vide. Voici l'entrepôt, une boîte de nuit populaire de Lille. C'est le domaine d'Ibnou, videur depuis 6 ans. Chaque week-end, il surveille l'entrée de 22h à 7h du matin, des nuits très longues où il doit garder son calme en toutes circonstances, même s'il fait face à des fêtards de plus en plus agressifs. J'ai dit, vous laissez le passage parce que vous êtes en train de bloquer la porte. C'est quoi, je m'en fous, monsieur? Je vous ai dit de laisser le passage, je m'en fous. Bien sûr que je m'en fous. Hein? Bien sûr que je m'en fous. Ibnou ne sait jamais à qui il a affaire. Descendez d'ici. Quoi? Je suis fou, monsieur. L'homme devient plus menaçant. Demain, quand tu veux. Ok. Ça va? T'inquiète. Ça va? Regardez bien votre tête. Ne vous en faites pas. 125 kilos. Ne vous en faites pas. Non, on ne parle pas de 125 kilos. Regarde ma tête. On ne parle pas de 125 kilos. On parle pas de 125 kilos. On ne parle pas de ça. Vous comprenez? Ça va? Voilà, ok? On ne parle pas de 125 kilos. Voilà. Moi, je fais rien de mal. On ne parle pas de 125 kilos, monsieur. On ne parle pas de kilos. Tu veux quoi? Comprenez? Tu veux quoi? Alors, on ne parle pas de kilos. Tu veux quoi? Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que tu veux? Ne vous en faites pas. Vous êtes un homme. Il n'y a pas de souci. Je suis un homme. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de problème. Mouba, l'autre videur, tente de calmer le jeu. Laisse-le. En vain. Laisse-le, laisse-le. Laisse-le. Espèce de rigolo. Oh! Cette fois, Ibnou perd patience. Dans le doute, il le repousse violemment et met fin à une situation qui pourrait mal tourner. C'est passé Ibnou là. Oui, être très très dangereux, donc il faut les prendre de l'avant. Voilà. Ne pas les laisser vous emporter aussi. Aujourd'hui, les videurs se sentent menacés dans leur profession. Les discothèques sont le théâtre d'une violence de plus en plus extrême. Bagarres, fusillades, les affaires s'enchaînent et peuvent conduire jusqu'à la tuerie. D'ailleurs, l'an passé, Ibnou en a fait l'expérience. Fusillade mortelle à Lille, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Des souvenirs qui datent du 1er juillet 2012. Les faits se sont déroulés dans la nuit, à 3h du matin. Cet homme, qui a déjà fait plusieurs séjours en prison pour vol et trafic de drogue, se dirige vers le Teatro. Une discothèque du quartier Masséna-Solferino. Immédiatement, les videurs le reconnaissent. Ils l'ont déjà refoulé à cause d'une bagarre quelques jours plus tôt. Alors ils lui refusent l'accès une seconde fois. L'homme voit rouge. Il se dirige vers sa voiture et en sort une arme de guerre de type Kalachnikov. Il revient et tire une rafale. Bilan, 2 morts et 6 blessés. Ibnou a eu de la chance, car un mois auparavant, il avait eu affaire à cet individu. Ce dernier avait déjà un comportement très agressif. Je lui ai parlé, je lui ai demandé de sortir parce que j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. Et là, ils m'ont suivi dehors et de là, il est allé dans sa voiture. Il est venu à mon hauteur ici, sur la route, en me disant « je reviens avec ma Kalachnikov et te tirer dessus ». Je me dis que ça pourrait m'arriver et ça pourrait arriver mes autres collègues qui ont été menacés par lui aussi. À l'entrepôt, le patron, c'est Franck Duquesne, 54 ans. Ce soir, il n'est pas venu les mains vides. Depuis la tuerie, ces videurs sont plus que jamais préoccupés par leur sécurité. Alors Franck Duquesne a décidé de leur offrir une protection très efficace. Ça va nous? Ça va bien? Ça va? Ouais. J'ai ton cadeau. Ah, voilà. Là, c'est les gilets. Des gilets par balles. À Lille, Franck Duquesne est le premier patron de boîte de nuit à acheter ce type de matériel pour ses videurs. Voilà. Et voilà, à leur demande, je leur offre un gilet par balle, non donc... Et visiblement, ce cadeau était très attendu. On est dans un milieu où il y a des mal intentionnés qu'on ne sait pas du tout
à quel moment ils peuvent attaquer, donc il faut être prêt. On va essayer ? Je vais essayer, oui. Allez, on t'attend. Voilà. Le lieu est encore calme, mais cela ne va pas durer. Dans peu de temps, 500 fêtards vont occuper les pistes de danse jusqu'à l'aube. C'est l'heure des derniers réglages. Dans une arrière-salle, Ibnou enfile un gilet pare-balles pour la première fois de sa vie. Il pèse à peine 2 kilos, mais il protège des coups de couteau et de certaines armes à feu. Visiblement, il lui va comme un gant. Là, c'est bon. Bien. Voilà, et nous en toute sécurité. Ibnou a l'air très fier de son nouveau gilet. Dans le quartier, cet événement a déjà fait le tour de la communauté des videurs. L'un de ses collègues est venu le voir. Ça vous fait quoi de voir Ibnou avec un gilet pare-balles là? Bon, ça nous rassure, puisque tous les jours, tous les soirs, on nous menace avec des couteaux, des armes et tout. Bah, si on le voit avec un gilet pare-balles, on sait que voilà, là, il se sent en sécurité. La mission principale d'Ibnou est de ne pas laisser entrer n'importe qui, surtout ceux qui sont éméchés. Chaque soir, devant la porte de la boîte de nuit, il doit flairer les intrus. C'est pas possible, monsieur. Vous avez vu votre état? Vous avez bien bu? Il le fait avec courtoisie. C'est pas possible. Bonsoir, monsieur. Même lorsque certains font les pitres sous son nez. C'est quoi le ski? Le ski, c'est Moscou. À Moscou, vous habitez à Moscou? Moscou. Vous êtes russe? De Moscou va. Ibnou sait aussi repérer les feinteurs. Je n'ai pas compris là, je crois que les habitués le week-end. Vendredi, samedi, je crois que les habitués, c'est ça? Voilà, on vient de se faire jeter de ce bar parce qu'on n'est pas des habitués. C'est comme Pôle emploi, tu vois. T'as pas d'expérience, tu rentres pas là-dedans. Vous êtes déçus? Bah ouais. Déçu. Je pensais pouvoir rentrer, mais non. Au final, on n'est pas trop bourré. Non, parce que quand tu regardes la gueule des gens... Devant notre caméra, ces deux jeunes gens font les innocents. Pourtant, Ibnou a vu juste. Vous voyez, avec sa bouteille, j'ai eu raison de le bloquer. Car les deux jeunes gens cachètent une bouteille de vodka sous leur blouson. Donc ça c'est un classique, c'est Ibnou? Ben, c'est classique, c'est souvent comme ça. Et il faut avoir l'œil pour pouvoir stopper ce genre de personnes. Alors forcément, Ibnou n'est jamais très populaire chez les fêtards surexcités. Celui-ci le nargue depuis un bon moment. Il ne rentrera pas ce soir. Mais il va se défouler sur le trottoir. Ça fait 2 ans que je suis habitué là. Et le mec... Quoi? Affiche-le bien, quoi. Quoi? Quoi? Viens. Tiens. Une scène qui n'a pas l'air d'impressionner Ibnou. Ah oui, ça chauffe. Ah, et les esprits commencent à se réveiller. Et la nuit est loin d'être terminée. Avant chaque départ, Pascal, 50 ans, inspecte son semi-remorque dans les détails. Il guette la moindre fuite, vérifie l'état du moteur. Impeccable. Ça devrait être bon. Ça y est, son monstre de 40 tonnes est prêt. Dans ses réservoirs, 1000 litres de gasoil. Direction le Grand Nord, pour ce chauffeur aguerri qui a déjà 20 ans de métier et 2 millions de kilomètres au compteur. En partant de Lille, Pascal va parcourir 4000 km en une semaine. Il va traverser la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, puis prendre un ferry vers la Suède et continuer vers la Norvège. Mais voilà, c'est l'hiver, et à cette époque de l'année, la route n'est pas certaine. On ne sait pas sur quoi on va tomber, si ça va bien rouler, s'il va faire froid, s'il va neiger, si les routes sont enneigées, ou alors ça va bien passer. Les routes verglacées,
Voilà la grande crainte de Pascal. Elles augmentent le risque d'accident chez les poids lourds. Le danger vient de la remorque. Quand celle-ci est chargée et qu'elle dérape, elle peut vite devenir incontrôlable. Ce type de danger ne vise pas seulement le chauffeur, mais aussi ceux qui l'entourent. En janvier 2013, sur une autoroute suédoise, s'est produit un carambolage géant. Une centaine de véhicules, dont une cinquantaine de camions impliqués. Bilan 3 morts et près de 20 blessés. Parfois, ces mésaventures virent au cauchemar, comme ici en Norvège, en avril 2012. Un camion en difficulté sur une route de montagne est remorqué. Le conducteur de la dépanneuse a le temps de sauter. Les deux véhicules chutent de 60 mètres dans un ravin. Le chauffeur du camion s'en tire avec quelques fractures. Un miracle. Après 14 heures de traversée en ferry, les côtes suédoises sont en vue. Dernier moment de détente pour Pascal. La veille, il a parcouru près de 800 km depuis la France. Le bateau entre l'Allemagne et la Suède lui permet de gagner du temps. Et ce matin, il fait grand beau. Voilà, Göteborg, le port suédois. Ce port est situé à 300 km de la Norvège, pays que Pascal va remonter vers le cercle polaire avant de redescendre par la Suède. Cap vers le nord. Pascal connaît bien la région. Il s'y rend au moins 4 fois par an. Nous sommes début mars. Il y a encore beaucoup de neige. Pour l'instant, la chaussée est praticable. Pascal doit livrer 2 clients en Norvège. Le premier dans la banlieue d'Oslo, le second plus au nord. Ensuite, il chargera du bois en Suède. Pour ce périple, il a seulement 4 jours. Première livraison. Je vais aller voir là-bas. Une société d'emballage où il doit livrer des palettes de films plastiques. Mais l'usine est grande. Il n'y a personne pour l'accueillir. Hello. Pascal n'a pas vraiment envie d'y passer sa journée. Hello. Bonjour. Frenchman, je suis français. J'ai 4 palettes à livrer. Ouais. Voilà. En fait, là, je suis déjà en train de charger un camion là-bas. On pourra le faire après vous? Je parle pas très bien. On prendra vos palettes après le camion là-bas. Cet homme? Si vous allez parler au monsieur là-bas, il pourra vous aider. Un camion doit être déchargé avant celui de Pascal. Et ça commence à l'agacer. Pour 4 palettes, il aurait pu me faire avant. Quoi. Je veux dire, ça lui prend 3 minutes. Là, il va venir un peu complet avant moi. C'est pour ça qu'on se dit on passe pas beaucoup de temps pour 4 palettes. Et en définitive, on va passer 1 heure pour vider 4 palettes. Et en effet, 1 heure plus tard... Voilà, allez, c'est parti. C'est enfin son tour. Premier client, ça fait plaisir. Comme il est pressé, il n'hésite pas à monter dans la remorque pour donner un coup de main. Il est déjà en retard. J'en ai pas pour longtemps. Ces transports à travers l'Europe sont devenus peu rentables. Hop. Sur les 23 000 routiers en France, 20% travaillent à l'international. Aujourd'hui, ils sont concurrencés par les chauffeurs d'Europe de l'Est, payés 2 fois moins cher. Alors Pascal doit livrer vite, rouler longtemps, mais route et fatigue ne font pas bon ménage. Là, il y a un accident qui vient d'arriver. Il a peut-être glissé sur une plaque de glace. C'est un Danois. Ah ouais, il a glissé sur une plaque de glace, ouais. Ah, il a laissé une roue, là. Ah, il y avait une plaque de glace et on le sent, là. La glace, la hantise des routiers.
Même sans aller vite, ils peuvent perdre le contrôle du véhicule, déséquilibrés par le poids de la remorque. On dit alors que le camion se met en portefeuille. Fatigue, vitesse, conditions météo. En Europe, chaque année, environ 800 conducteurs perdent la vie sur la route. On va aller voir. Ici, l'accident s'est produit vers 7 h du matin. Oui, il a commencé à taper dans les rails ici, là, les rails, on voit des morceaux de ferraille ici. Ah oui, il a tapé ici, mais il a retapé de l'autre côté là-bas. La route était gelée. Là, il a perdu des roues, il a dû arracher des essieux là. Ça a dû être violent là. Hein. Ah ouais, ça a dû taper fort. De toute façon, on voit, le camion, de toute façon, il peut plus rouler là, c'est fini. Hein. Fort heureusement, aucun véhicule ne se trouvait en face. Il n'y a pas de blessés. Le chauffeur, lui, est encore sous le choc. C'est la remorque. La glace? Oui, la glace. J'ai bien cru mourir. Vraiment? Ah oui. C'est la première fois que ça vous arrive? Ouais. Il a été entraîné, là, c'est la remorque qui perd l'adhérence, et puis elle entraîne le tracteur, et puis là, ça devient un camion fou, quoi. Et sur la glace, il peut pas rattraper, c'est pas possible. Et il a plus qu'à laisser passer l'orage, et puis comme on dit, puis en espérant qu'il y ait le moins de casse possible, quoi, et qu'il n'y ait pas de blessés, surtout. À partir de maintenant, Pascal va redoubler de prudence. On ne sait pas que ça glissait autant, je m'en étais pas rendu compte. Alors là, bon, je vais faire un peu plus attention, mais bon, il faut rouler quand même, malgré tout, il ne faut pas être trop tendu au volant, il faut conduire souple, quoi. Il faut laisser faire un peu les choses. Mais bon, c'est vrai qu'on y pense, quoi. On se dit, bon, en espérant que ça ne s'aggrave pas au niveau du froid. Et c'est pourtant bien ce qui va se passer. Plus Pascal avance vers le nord de la Norvège, plus la neige recouvre la route. Et le sol commence à geler. Pascal décide alors de s'arrêter à Trondheim, à une 50aine de kilomètres de son prochain client, situé à Levanger. Comme tous les routiers, il va dormir dans son camion, sur un parking près de la route. Là, c'est votre univers? Bah oui, là, c'est, voilà, la cabine, les deux couchettes, le tableau de bord, les papiers, les rangements, voilà, quoi, c'est un peu notre univers pour, en général, entre une semaine et 2 semaines, voilà. Et il y a même un petit frigo. Ah, un petit frigo ici, là, ouais, pour le nécessaire au cas où on ne trouve pas à manger sur la route, voilà. Hein. Le frigo, là, les bacs de rangement. Ouais, enfin, voilà, quoi, il faut un minimum. Bon, allez, je vais aller me coucher. Bonne soirée, j'en ai un peu marre, là. Bonne soirée, au revoir. Retour sur la Tour Eiffel. Xavier et Quentin font face à un nouveau danger. Le balai des ascenseurs est incessant. Un passage toutes les 2 minutes. Les cordistes ont peu de temps pour traverser les passerelles. Pour contourner les cages des ascenseurs sans risquer d'en croiser un. Une fois de l'autre côté, ils vont devoir faire preuve de souplesse. Car pour atteindre les lampes sur les parois, il faut emprunter un petit couloir vertical et très étroit. Ce corridor métallique fait moins de 50 cm de large. La progression est lente et évidemment, encore une fois, le faux pas est interdit. Xavier passe devant, en éclaireur. C'est laquelle? Celle de gauche ou celle de droite aussi? Il repère l'ampoule. Vas-y, mets en route. Et garde un œil sur Quentin, juste en dessous. Ce dernier a seulement 4 mois d'expérience. Donc vous avez localisé les ampoules? Ouais, là c'est bon, là, on a localisé la panne. Je pense que ça vient effectivement de la connectique qui a brûlé. Parce que dès qu'ils remettent en route, effectivement, il y a de la fumée qui sort. Donc là, ils vont consigner, ils vont me confirmer qu'ils ont consigné. Et une fois qu'ils ont consigné, c'est-à-dire couper l'électricité dans l'ampoule, on va d'abord changer la connectique. Et si c'est pas ça, ça veut dire que ça sera la lampe, quoi. Donc
Mets ta deuxième longe pour qu'il ne soit jamais détaché. Mets ta deuxième longe là. Voilà. Ensuite, vu qu'il est bien attaché, Tu peux le lâcher puis le mettre là-bas. celui-là. Là, tu es toujours sur ta longe. Tu vois, tu vas l'attacher là. Comme ça, il est toujours en sécu. Une fois les hommes et l'équipement sécurisés, l'opération peut commencer. Un cordiste n'est pas simplement un bon grimpeur. Il doit aussi avoir des connaissances en électricité et faire attention au court-circuit. Ça coule carrément dedans. Ça coule là? Ah, ça coule carrément dessus là. Ah bah, Donc, non mais là, celle du dessus, c'est tout plein de monde. Rien d'effrayant pour Xavier. D'ici quelques semaines, Quentin devra être capable de faire ce type de manipulation lui-même, sans tomber ou perdre un outil. Là, il y a plus de 300 mètres sous mes fesses quand même. Hein. Donc effectivement, ouais, c'est pas tous les jours, c'est de la pression à gérer. Donc faire attention à soi, aux autres, aux gens qu'on encadre aussi, c'est important, aux gens avec qui on travaille. Donc c'est vraiment l'intransigeance quoi. 30 minutes plus tard, retour en lieu sûr, et Quentin s'est un peu relâché. Tu peux me passer les sacs comme ça. On va remonter par là, vas-y. Pareil. T'as mis pas tes mains là-dessus, par contre jamais. Tu vois, regarde, l'ascenseur il est là, regarde. Non, vas-y, remets-toi là-dessus. Mets tes mains là-dessus pour descendre. Regarde, l'ascenseur il est juste là. Là, ce grillage-là, en fait, il te protège juste à pas pouvoir marcher dessus. Donc descends tranquille. En fait, il faut te dire que tout ce qu'il y a vers les ascenseurs, tu mets jamais tes mains. Ouais. Mission terminée. C'est l'heure de savourer sans risque l'une des plus belles vues de Paris. Merci, bonne journée. Xavier et Quentin le savent. Travailler sur le monument est un privilège. Car leur métier les emmène parfois dans des endroits beaucoup moins glamour. Nous sommes au Havre, dans une cimenterie. Xavier et son équipe se dirigent vers un silo haut de 40 mètres. Ils vont passer la nuit à l'intérieur. Une fois par an, la fabrique de ciment est stoppée. Le four et le silo où transitent les matières brûlantes sont nettoyés. Exactement comme on nettoie une cheminée encrassée. Le four à ciment est éteint depuis une semaine, le temps de refroidir. Pour les cordistes, c'est l'heure du repérage. À l'intérieur, des tonnes de ciment et de poussière se sont accumulées sur les parois. La mission, faire tomber toutes les concrétions qui sont accrochées à la paroi pour sécuriser en fait ce qu'il y a tout en bas là. Donc là, ça descend encore beaucoup plus bas. On a combien de mètres du sol là? On est à 30 mètres du sol là. Donc on va commencer en commençant par le haut. Donc tout ce qui est instable, on va faire tomber pour qu'il n'y ait aucun risque après pour la suite pour les gens qui vont travailler en dessous quoi. Des équipes vont se relayer jour et nuit. Le ramonage géant va durer une semaine au maximum. Pour des raisons économiques, l'usine ne peut pas s'arrêter plus longtemps. Xavier lance le chantier rapidement. Nous, on va finir d'équiper, on va attaquer, on va se mettre en place et puis après c'est parti. Hein. Donc voilà, pour 20 heures de boulot. Mais cette nuit-là, la neige et le blizzard vont s'inviter. Des conditions dont les cordistes se seraient bien passés. Dans un environnement déjà hostile, il va falloir faire en plus avec le froid. À peine reconnaissable sous son masque, Quentin fait partie de l'aventure. Il est toujours guidé par Xavier. Non, pour l'instant on met pas de corde. Là on met juste pour pouvoir accéder ici. D'accord? Donc on installe une ligne de vie ici pour aller marcher là-bas. Parce que là-bas c'est ouvert. Ok? Donc tu me donnes 200 s'il te plaît Quentin. Et après on va équiper directement sur les poutres qu'il y a là. Ces poutres se situent au sommet du silo. Dessous, il y a 40 mètres de vide. Avant de descendre pour commencer le nettoyage, Xavier va sécuriser la zone avec Quentin.
Les deux hommes doivent être certains que la voie est sûre. Et il y a des pièges. Ils ont oublié d'enlever toutes les agrafes là. Tu vois, ils ont laissé des blocs comme ça encore sur les agrafes. Donc là, l'idée c'est que vu que nous on va être dessous, on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas de blocs comme ça. Parce que sur la tête, c'est pas super sympa quoi. Et l'idée c'est qu'on se fasse pas mal quoi, hein, quand même. Hein. Même si on les protégeait. Hein. En plus d'un casque et d'une combinaison, Xavier s'équipe d'un masque à assistance respiratoire. Attaché à une corde, il se poste d'abord sur une petite corniche au bord du gouffre. À l'aide d'une pioche, il va faire tomber les blocs de ciment sous ses pieds. Mais il doit y aller doucement. La corniche est fragile. Si elle cède, il pourrait se blesser. Un autre danger guette Xavier. Les blocs de concrétion sont très friables. À chaque coup de perche, il faut travailler dans un nuage opaque de cendres et de ciment encore tiède. En plus d'évoluer en milieu confiné comme cette nuit, les cordistes interviennent aussi sur les barrages, dans les égouts, sur des viaducs. À chaque fois, ils doivent faire preuve de sang-froid. Vous avez une petite frayeur là? Non, c'est pas une frayeur, c'est un gobelin qui est tombé, qui était sur le plafond. La poussière libérée est toxique. Il y a un peu de buée. Ouais, bah on est quand même sur des matériaux abrasifs, sur des matériaux corrosifs aussi, donc ouais, tu restes pas, hein, si t'as pas le masque, c'est super difficile. Ouais. Après une courte pause pour reprendre son souffle, allez, on va les bosser un peu quand même. Xavier retourne dans le four. Il s'attaque au sommet du silo, là où la matière est la plus dense, là où le danger est au maximum. Quand soudain, un bloc vient de se détacher. Certains pèsent jusqu'à 200 kilos. Xavier a eu de la chance. Il aurait pu se faire arracher son masque, ou pire, être assommé. Il les a relevés ou pas là? Mais heureusement, la nuit se poursuivra sans encombre. Depuis une dizaine d'années, les formations de cordistes se sont développées, comme ici dans le Vercors, près de Grenoble. Malgré les dangers, le métier séduit. Il y a de plus en plus de monde, oui. Il y a des gens qui viennent du bâtiment et qui veulent aller sur corde, bouger en France, à l'étranger, et qui veulent un peu de l'action. Et voilà, ils font un vrai métier, quoi, les cordistes. Même si les cordistes sont de plus en plus demandés, le travail reste très technique et éprouvant. Avec un salaire qui démarre au SMIC, sans prime de risque, ils sont nombreux à abandonner leur carrière en cours de route. Comme beaucoup de videurs en France, Ibnou a deux métiers. Le mardi et le mercredi, il travaille dans un grand magasin. Il est agent de sécurité et payé au SMIC. Le reste de la semaine, du jeudi au dimanche, il travaille la nuit comme videur. Ce job lui rapporte 2 000 € de complément par mois. Lorsqu'il le peut, il va se défouler dans une salle de sport. Arrive-nous, c'est l'heure de la détente? C'est l'heure de la détente avant le grand soir, avant le travail de ce soir. Et c'est très important. Ça nous décompresse et ça nous met en pleine forme. On a un travail très dur. Il retrouve Bob, un ami qui lui sert de coach sportif. Ouais, ça c'est le grand Bob. Il lui a concocté un entraînement très précis. D'abord l'endurance. Au programme, 30 minutes de jogging à un rythme soutenu. Ibnou n'est pas très grand, il mesure 1,75 m. Mais pour impressionner les perturbateurs à l'entrée de la boîte de nuit, il compense avec une musculature impressionnante.
qu'il entretient en poussant de la fonte. On est agressé physiquement, on doit être prêt à riposter. Voilà. C'est comme une arme de dissuasion. Là, il possède les muscles, donc en face, l'autre va dire tiens, ben, bon, je prends pas de risque. Mais le muscle, il peut aussi utiliser le muscle pour pouvoir apporter une réponse à une situation à risque. Waouh, c'est super. Waouh, génial. Après 2 heures d'effort, Ibnou est requinqué, prêt à partir travailler dans l'un des quartiers les plus chauds de l'île. Il est 3 heures du matin. Les bars sont en train de fermer. Une nouvelle clientèle arrive alors à l'entrepôt. Des fêtards, pour la plupart bien échauffés par l'alcool. Ibnou et ses collègues savent que c'est à ce moment de la nuit que tout peut déraper. Plus les heures passent dans le quartier Masséna Solferino, plus le comportement des fêtards est imprévisible. Arrête de filmer ça, s'il te plaît. Casse-toi. Nous poursuivons en caméra cachée, à la découverte de ce qu'on appelle ici la rue de la soif, où se concentrent bars et discothèques. C'est l'un des endroits les plus alcoolisés de la ville. Tard dans la nuit, il n'est pas rare de voir ces scènes d'ivresse. Des scènes de violence aussi. Ça y est, ouais, je t'ai dit, ça y est, Que les passants finissent même par ignorer. Ici, les policiers sont en alerte. Ils traquent la consommation d'alcool sur la voie publique, mais aussi les bagarres et les agressions. Regarde, le mec, il est complètement... Hein? Regarde, tu vois. Ce soir-là, Ibnou est encore témoin d'une bagarre, juste devant sa boîte. Et ils l'ont mis au KO. Oh. Il intervient. Ils l'ont mis au KO, ils l'ont mis KO. Hein. Il y a bagarre là, ils l'ont mis KO, je sais pas. Ah ouais, ils l'ont mis KO, ce mec-là. Hein? Bilan, un nez cassé. Ces bagarres éclairs sont souvent liées à l'alcool. Dans cet environnement, les videurs doivent savoir montrer leur fermeté. Bloquez la porte, s'il vous plaît. Je vais vous pousser, hein. S'il vous plaît, bloquez la porte. Alors, donc, reculez, s'il vous plaît. De côté, on attend que ça se fasse. Moi, j'ai mon verre à l'intérieur, je sais. À cette heure de la nuit, Ibnou a pour consigne de ne laisser rentrer que les habitués. Il connaît tous les visages par cœur. Ça va pas être possible. Je prends que les habitués avant le soirée. Ce soir, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Je prends que les habitués, monsieur. Bonne soirée. Non. Il ne faut pas que vous venez avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. Non, vous ne les connaissez pas. Vous comprenez, il ne faut pas essayer de les faire entrer. Voilà, c'est pour cela moi je vous ai bloqué. Parce que lui, c'est un racailleur que je connais, c'est un fouteur de merde. C'est pour cela que je ne l'ai pas laissé rentrer. Allez-y. Ouais. Désolé monsieur, je crois que les habitués, il y a trop de réservés ce soir, il y a trop de monde. Le jour que je l'ai laissé rentrer, il a créé la bagarre ici. Et du coup, je ne peux plus la laisser rentrer. Ouais. Et lui-même, il le sait, parce qu'à chaque fois que je le bloque, il dit ouais, d'accord, ok, et il repart. Ouais. Lui, c'est un bon, Ouais, je me rappelle très bien. Pourquoi c'est un bon? C'est un bon parce qu'il nous laisse rentrer. Un videur, c'est aussi quelqu'un censé contrôler ses nerfs. Vous êtes bien habillé. Ouais. C'est quoi le souci? Je crois que les habitués. Les habitués. Je suis un habitué de la famille aussi. La famille, c'est la famille. Salut. À fond.
À l'intérieur, le lieu affiche complet. Pour les 500 fêtards, la fête bat son plein. Et à la porte, certains sont prêts à raconter n'importe quoi pour rentrer. C'est le cas de ce jeune homme. Je suis habitué justement. Je ne connais pas, monsieur. Il va insister et faire une grosse gaffe. Voilà. Je ne suis pas policier, je ne suis pas italien, je ne suis pas noir, comme tu as pu reculer. Moi, je suis habitué. Non mais attends, je suis habitué. L'homme agace Ibnou. Pourquoi vous dites que, je sais pas, vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas ceci, cela? Pourquoi vous parlez de noir, de policier, de pompier? On oublie ce que j'ai dit. Voilà. Justement, c'est différent que les habitués. Je suis habitué. Alors je ne vous connais pas, alors que c'est moi qui suis là depuis l'ouverture. Oui. Je ne vous connais pas, monsieur. Tu as laissé rentrer plein de fois. Voilà, je ne vous connais pas, monsieur. Non, c'est pas grave. Bonne soirée. On va ce soir, c'est pas grave. Bonne soirée. C'est pas grave. Bonne soirée. C'est pas grave. Ah, c'est de la pire provoque. Ouais. Vous connaissez le monsieur? Je connais pas. Je suis là depuis l'ouverture de cette boîte. Donc, monsieur, il se présente en disant que lui, il est habitué et qu'il vient tous les week-ends. Ben, je suis désolé, j'ai dit non. Ben, souvent, on a des cas pareils qui insistent en disant qu'ils sont habitués et ils ne sont jamais habitués. Quand ça dérape, Ibnou sort la grosse voix. 3 hommes viennent d'être refoulés. Ils se montrent arrogants. Tu vas bien rentrer. Hein? Moi, je parle avec vous. Voilà, moi je ne vous parle pas, donc ne me parlez pas. Même moi, je ne vous connais pas, monsieur. Ok. Je ne parle pas avec des Quoi? Moi, je parle avec avec mon copain, je ne parle pas avec toi. Quoi? Moi, je ne te connais pas pour que je te parle. Voilà, moi je ne vous parle pas, je ne vous connais pas. Ok? Parce que je ne vous connais pas, monsieur. Je ne vous parle pas. C'est bon, c'est bon. Ok? Voilà. Oui. Ok? Pas méchant avec eux. Je m'en fous, monsieur. Voilà, je m'en tape. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, je parle avec eux, c'est pas la peine de rentrer dedans. Je m'en fous. Voilà. 5 minutes plus tard, les 3 garçons décident d'aller passer leur soirée ailleurs. Ibnou n'a pas le temps de souffler. Juste à côté, un homme vient de s'effondrer. Il est blessé au nez. La tête, paraît-il. Et là, il saigne du nez. Il est complètement bourré, ouais. En fait, personne n'a rien vu. Impossible de dire si l'homme a reçu un coup sévère ou s'il est tombé sous l'effet de l'alcool. Ibnou vérifie son état. Ça va? Tu peux appeler les pompiers? Ouais, là j'appelle les pompiers. Calme-toi. Si. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta vie? Ça va, tu es conscient? Ouais. Ça va? Super. Hein? Ça va? C'est bon? Est-ce qu'on t'a frappé? Est-ce qu'on t'a frappé, Laurent? Les secouristes sont habitués. Le week-end, ils interviennent au moins une dizaine de fois chaque nuit dans le quartier. Alors, il faut que tu arrêtes de trop boire. Il faut que tu arrêtes de trop boire. Oui, bon, attends, ils arrivent. Non, ne bouge pas, reste. Et là, ils arrivent. Bon retour. Alcool, bagarre, provocation. L'histoire se répète pour Ibnou. À partir de 5h30 du matin, l'alcool n'est plus servi dans les boîtes de nuit. Dernière ligne droite pour le videur, épuisé. Là, tout ce qu'on pense actuellement, c'est de rentrer chez nous et retrouver la petite famille. Voilà. Lassé, Ibnou nous a confié qu'il souhaite arrêter ce job d'ici 2 ou 3 ans. Le lendemain matin, après une nuit polaire par moins 10 degrés, Pascal se réveille. Pascal, qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé une nuit là au froid? Enfin, comment c'était dedans? Oh, dedans c'était bien chaud, c'était réglé, j'avais à peu près 20-22 degrés. Et puis, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent surtout, c'est qu'on ouvre les rideaux, on regarde tout de suite s'il n'y a pas tombé de neige pendant la nuit. Ça, c'est le stress quotidien. Pascal se met en route vers son second client, à l'Avenger, bien plus au nord. Il ne le sait pas encore, mais il va vivre une des journées les plus éprouvantes de son parcours. Le trajet commence sous un beau soleil d'hiver. La vie de chauffeur routier alterne les moments calmes et les tensions. Cette livraison se fait sans encombre. Pascal repère la route du retour vers la Suède. Il ne doit surtout pas se tromper. Je vais gagner du temps par la 72, elle est un peu plus petite.
Bon, enfin, vu le temps, je pense que même s'il y a de la neige, ça devrait à peu près bien passer. Si je peux passer comme il faut, ça va me faire gagner 1 heure. Je vais remonter sur Narvik et puis descendre sur Sandvika, la frontière suédoise. Oh, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait être bon. Pour rejoindre la Suède, il a choisi un itinéraire plus court que la route habituelle. Mais en cette saison, il sait que ce choix comporte des risques, car cette route coupe à travers les montagnes. Faudrait pas que ça empire, quoi. On va y aller tout doucement et puis c'est tout, hein. Elle devient de plus en plus mauvaise. Et les chutes de neige s'intensifient. Hop, 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 hop. C'est des situations que j'aime pas beaucoup parce que le camion il est vite parti. C'est tout ensemble qui bouge là. La remorque, le tracteur, alors quand c'est comme ça, il faut pas insister. Là, je crois qu'on commence à descendre. C'est là, tu vois, qu'il faut faire attention. Qu'ils ne se mettent pas en portefeuille. Voilà, vous voyez, tout doucement, Pascal. Voilà. Quand c'est comme ça, je me parle, ça me rassure. Là, il patine, tu vois, je le sens. Quand je freine. Voilà, doucement. Voilà, pas trop vite. Je regarde si la remorque est toujours bien alignée. C'est bon. Tout doucement. Voilà. Ouais, je la sens partir un petit peu. Voilà, doucement. Doucement. Voilà. Parlez à votre camion en fait. Bah, je me parle à moi, ça me rassure. C'est psychologique. Au camion aussi. On a tendance à fatiguer beaucoup, quoi. On est toujours aux aguets, le petit coup de volant, le petit coup de frein de trop. Nerveusement, c'est épuisant. Finalement, après 3 heures de route tumultueuse pour seulement 100 km, Pascal rejoint la vallée. Je vais regarder s'il n'y a rien qui arrive, droite, gauche, c'est bon. Ouais, ça devrait aller mieux là. Il faut toujours se méfier, hein, mais ça devrait aller mieux, je pense. Ouais, un petit soulagement, oui, soulagement. Et puis, je me dis qu'on descend plus vers le sud de la Suède. Ça devrait, j'espère que ça ira mieux au niveau température, surtout au niveau enneigement, quoi. S'il était resté bloqué, il aurait fait perdre entre 500 et 1000 euros par jour à son employeur. Maintenant, il va pouvoir charger 25 tonnes de bois dans une scierie en Suède. De quoi tout juste rentabiliser ce périple. Pascal passe toutes ses semaines au volant. Il ne revient chez lui que le week-end. Sa compagne semble habituée. Allô, ça va? Mais oui, et toi? Ça s'est bien passé, hein. Enfin qu'on a eu beaucoup de neige hier. Ouais, hein. Hier, on est tombé dans des tempêtes de neige, la glace, tout. C'est vrai? Ah ouais, mais quelque chose de terrible, hein. 30-40 km/h, le camion qui se barrait dans tous les sens. Je dis, ça y est, on va mourir. Bon, il fallait bien ça quand même. Ouais. Un petit peu d'émotion. Oui, un petit peu d'émotion. Dans 5 ans, il devrait prendre sa retraite. À ce jour, Pascal ne déplore qu'un seul accident, sans gravité.